Je suis particulièrement honorée et heureuse d'introduire ce soir cette conférence de Pierre Léna autour de l'ouvrage L'Atlas historique du ciel, coécrit par Pierre Léna. Vous connaissez tous Pierre Léna, professeur émérite, astrophysicien, membre de l'Académie des sciences, qui a contribué à des développements scientifiques extraordinaires dans l'astronomie. Et je voudrais dire que pour nous, symboliquement, c'est très fort, puisque ce soir, vous ouvrez un cycle de conférences qui va se dérouler tout au long de l'année. Je remercie beaucoup Pascal Hurtel, ici présente, France Auda aussi, qui assure la communication, et puis bien sûr, ma prédécessrice au CNAM, Laurence Paille-Jeanneney, qui nous fait l'amitié d'associer la FAS et de venir régulièrement à ces conférences. Donc ce cycle, les jeudis du CNAM, c'est toute une série de cycles à l'intérieur de ces conférences qui commencent. Et à vous l'honneur de commencer la première de ces grandes conférences. Je suis très heureuse aussi parce que, comme vous le savez, le Conservatoire national des arts et métiers, eh bien, c'est le temple de l'industrie et des techniques, dit-on parfois, ou encore le Louvre des techniques pour ce qui concerne le musée. Et vous le savez aussi, au musée, nous avons une magnifique collection d'instruments astronomiques, des astrolabes, des lunettes astronomiques, bien sûr aussi le pendule de Foucault, donc là c'est visible à l'œil nu. Donc il y a énormément de sens à votre venue ici ce soir. Et puis je sais que vous connaissez bien le CNAM, que bien avant que je n'y sois, vous aviez travaillé avec le CNAM. Et nous sommes toujours très heureux des liens que nous avons avec la Fondation La Main à la Pâte, dont je vous disais quelques mots à l'instant. Donc pour toutes ces raisons, soyez vraiment le bienvenu et nous avons hâte de vous entendre. Bonsoir mesdames, messieurs, chers amis, chers collègues. Un immense merci à Laurence Paille-Jeanneney qui m'a invité à ouvrir ce cycle de la FAS. Un immense merci à Bénédicte Fauvarc pour l'accueil dans cet amphithéâtre où j'ai déjà parlé de cet atlas devant un public différent d'astronomes cette fois, il y a à peu près 8 mois, 8-9 mois, au printemps dernier. Donc je suis très content d'être avec vous ce soir et nous allons parcourir au pas de course 6000 ans d'histoire. Donc c'est très caricatural et très superficiel. Mais c'est le choix que nous avons fait avec Christian Grattalou, historien, qui m'a évité de dire trop de sottises sur l'histoire des sciences et de l'astronomie en général, parce que c'est un historien, ou plutôt un géohistorien, qui a lancé cette collection d'atlas, dont celui-ci est le 4e, le 5e sur le Moyen-Orient est sorti il y a quelques semaines. Et il a cette vision d'enraciner le développement des cultures, des civilisations dans le sol. Géographie dans le sol. Et puis, il y a une parenté, que je soulignerai au passage, très profonde entre la géographie et l'astronomie. Bon, pour toutes ces raisons, entreprendre l'Atlas était intéressant. Le format était assez riche. Je ne crois pas qu'il y ait un travail analogue de cartographie qui ait été fait sur l'astronomie. Donc voilà, vous en jugerez sur pièce pour ceux d'entre vous qui voudront l'acquérir après. Et à partir de ce que je vais vous dire et dont l'argument est résumé en quelques lignes au début de cette image. Alors, nous commençons par un spectacle que tous les humains, et même les animaux qui les ont précédés, ont vu depuis la nuit des temps, c'est bien la nuit, en levant la tête et en regardant le ciel. Alors ça, c'est le ciel de l'hémisphère nord, donc vu du pôle nord. On a un autre ciel vu de l'hémisphère sud, l'autre moitié de la sphère céleste, mais en réalité, si on est à des latitudes intermédiaires comme nous-mêmes, ces deux sphères défilent, pas complètement, sauf sur l'équateur, et on a ce spectacle commun à toute l'humanité. Qu'est-ce que l'humanité a fait de ce spectacle étrange, mystérieux, rempli à la fois de régularités qui semblent éternelles, le mouvement diurne des étoiles, celui annuel du Soleil, les phases de la Lune, et en même temps d'événements catastrophiques, imprévus, tout à fait surprenants, comme les comètes, les chutes de météorites,
les étoiles filantes et bien d'autres. Qu'est-ce que l'humanité a fait de tout ça? En fait, elle en a fait énormément de choses, et très tôt dans son histoire. Énormément, c'est-à-dire qu'on va retrouver le ciel, et je ne parle pas seulement d'astronomie, qui est aujourd'hui une science parmi d'autres, mais de ce rapport des humains avec le ciel, dans lequel c'est autant la philosophie, la science, les mathématiques, mais la politique aussi, la spiritualité, qui vont se développer et être inspirés par ce regard. Voilà. Alors, cette très longue histoire, au fond, on en tient les deux bouts. Le bout de gauche, c'est le disque de Debra, un disque de bronze qui a été trouvé en Allemagne au siècle dernier et qui contient la première carte du ciel, sur lequel on reconnaît le croissant lunaire, probablement l'amas des Pléiades, le petit paquet de 7 étoiles, et la Voie lactée. Et à droite, une photographie récente du James Webb Space Telescope, où vous voyez uniquement des galaxies, chacune comptant environ 100 milliards d'étoiles. Alors ce chemin, il connaît en son milieu, non pas chronologique, mais une rupture radicale. Jusqu'à 1610, le ciel n'est observé qu'avec l'œil nu. Et tous les humains sont à égalité, parce que nous avons tous le même instrument d'optique, on en a même deux, dans notre tête, pour regarder le ciel. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette égalité? Et puis, à partir de 1610, Galilée, les instruments vont révéler un ciel beaucoup plus riche, beaucoup plus divers que le ciel de l'histoire passée. Et donc, cette rupture, qui est à peu près au milieu de l'Atlas, est très intéressante à étudier parce qu'avant, tout le monde a été à égalité, et après, eh bien, les plus riches construisent des télescopes et les plus pauvres n'en ont pas. Alors, l'œil. Entre les premières cartes, 1600, moins 1600, l'âge de bronze, peut-être 4500 en Chine, moins 4500, une hypothèse de carte qui a été trouvée peut-être récemment, et 1600, vous voyez, Galilée, il s'écoule donc au moins 5 millénaires, peut-être plus, pendant lesquels l'œil nu est le seul instrument. Il mérite qu'on en parle un tout petit peu. Vous connaissez ce schéma de l'œil. Les cellules de la rétine, les cônes pour la vision diurne, les bâtonnets pour la vision nocturne, nous donnent des images, et ces images ont des propriétés assez remarquables, c'est-à-dire la résolution des détails. Et cette recherche des détails va être très importante dans l'histoire qui se déroule. Elle commence à égalité pour tout le monde, 5 à 10 minutes d'arc, capacité de distinguer un détail. La dimension du disque lunaire, c'est le jour dernier, c'est 30 minutes d'arc. Donc c'est un tiers, un quart du disque lunaire. Tycho Brahe, qui travaille toujours, on reparlera, à l'œil nu, atteindra 1 minute d'arc avec l'œil, mais avec des instruments de très grande taille et la répétition d'expérience. Et puis Galilée fait un saut formidable, puisque d'un coup, il gagne un facteur 6 par rapport à Tycho, 10 secondes. Les télescopes modernes, il y a une cinquantaine d'années, n'avaient pas fait un saut gigantesque, puisqu'on avait gagné un facteur 10 seulement, en 3 siècles. Et puis, brusquement, une série de travaux ont permis qu'on soit aujourd'hui à la milliseconde d'arc et même à la microseconde d'arc. Donc on a gagné un facteur 1 million dans la capacité de voir les détails. Mais restons-en à l'œil pour le moment. Et le test qu'on fait souvent faire à des enfants dont on veut vérifier l'acuité de la vision, c'est de regarder les Pléiades, qui sont tout à fait visibles dans le ciel nocturne d'hiver, dans notre hémisphère. Et en bas, vous avez une photographie des Pléiades, c'est 7 étoiles entourées de gaz et de poussière qu'elles illuminent. Et puis en haut, ce que voit l'œil.
avec sa résolution maximale d'environ 8 minutes d'arc. C'est donc un test de qualité de vision très bon. Et il est amusant de noter que dans l'histoire, ce test a été utilisé par le bureau de recrutement de Darius, l'empereur perse, et également par celui d'Alexandre, Macédoine, pour recruter ses archers. On demandait aux archers simplement de leur dire le nombre d'étoiles qu'ils voyaient et on les sélectionnait ou pas selon leur vision qui évidemment était importante. Alors voilà les Pléiades dans le ciel, hein, photographiées au Chili, au-dessus de notre observatoire européen. Alors, voilà. Alors ce ciel, il est, pour tous ceux qui l'observent à l'œil nu, source d'une multitude d'histoires. Mais les étoiles, c'est des points lumineux. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que cette Voie lactée que l'on voit dans les deux hémisphères et qui contient des sortes de nuages de lumière dont personne n'a jamais compris l'origine jusqu'à ce que le télescope de Galilée les résolve en étoiles. Et puis, en revanche, autour de ce nuage, des multitudes de récits se sont faits, et il y en a quelques-uns qui sont reproduits là. Je n'en cite qu'un qui est très beau. Hein. C'est la Voie lactée dans la tradition chinoise. C'est un fleuve, un peu comme le nôtre, un fleuve de lait chez nous, un fleuve de lumière dans la tradition chinoise, qui a été jeté dans le ciel par une fée qui ne supportait pas que sa fille, fée elle-même, tombe amoureuse d'un mortel, un berger. Et pour briser le couple, elle les a isolés dans le ciel sous forme de deux étoiles qui sont Deneb et Véga, Deneb dans le cygne, Véga dans la lyre, placées de part et d'autre de la Voie lactée. Et pour faire bonne mesure, elle a installé un fleuve entre les deux. Mais, sensible aux pleurs de sa fille tout de même, elle a dit qu'une fois par an, des pies, un vol de pies qui est représenté ici, viendrait construire un pont sur la Voie lactée, permettre aux amants de se retrouver pour une nuit. Eh bien, aujourd'hui, en Chine, le jour où on célèbre les mariages, c'est le jour du pont des pies, qui est le récit de cette histoire de la Voie lactée. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais je montre simplement ici ce que Galilée a vu, mais beaucoup plus finement résolu ici par le satellite Gaïa, un satellite européen qui a cartographié récemment l'ensemble des étoiles de la Voie lactée, pas tout à fait l'ensemble, puisqu'il a donné la position de 1,7 milliard d'étoiles qui sont cataloguées, leur position, leur vitesse et leur couleur approximative, sans avoir la totalité du spectre, et alors qu'il y a une centaine de milliards d'étoiles dans notre galaxie. Donc, on la connaît beaucoup mieux et on se raconte un peu moins de récits sur la galaxie. Alors, je passe sur... je ne tourne jamais ça dans le bon sens, vers moi, voilà. Alors, ce ciel, il va être longtemps une interrogation sur les mouvements. Et pour décrire le mouvement des astres dans le ciel, il faut savoir les positionner sur une carte. Et donc, la géométrie qui va mesurer des positions et des angles entre deux positions d'étoiles ou direction du Soleil et le zénith ou l'horizon va jouer un rôle fondamental qui va commencer à Babylone et qui va se poursuivre en Grèce. Alors regardons ces deux moments. Babylone avec la division du cercle, et on est là vers l'an 1000 avant notre ère, un peu avant. Hein. Les Babyloniens divisent le cercle en 360 degrés, ou plus exactement 4 fois... 4 fois 90 degrés, hein, et bâtissent une division sexagésimale, donc le nombre 60 étant commode à cause de la multitude de ces diviseurs premiers. Et cette division du cercle en 360 degrés, puis du degré en 60 minutes et de la minute en 60 secondes, secondes d'arc, hein, minutes d'arc, degrés d'arc, hein,
nous est resté aujourd'hui. Donc, quand nous disons tu tournes à 90 degrés, eh bien, nous utilisons directement un héritage de près de 4 millénaires qui n'a jamais été abandonné. Les quelques tentatives de la Révolution française pour passer, je pense que l'abbé Grégoire n'était pas de ces tentatives, puisqu'on parle dans son amphi, n'ont pas abouti pour revenir à un système de bas 100. Au lieu de mettre 90 degrés, on mettait 100 degrés, puis ensuite on divisait par 10, etc. Et puis, deuxième apport des Babyloniens important, c'est la figure de droite, c'est de reconnaître qu'il y a à la fois deux grands cercles sur la sphère terrestre. Le premier, c'est l'équateur céleste, perpendiculaire à la direction des pôles. Et le deuxième, c'est l'écliptique, grand cercle qui n'est pas confondu avec l'équateur, qui fait un angle d'une vingtaine de degrés avec l'équateur, qui est incliné, et que parcourt le Soleil, et dans le voisinage duquel la Lune et toutes les planètes visibles à l'œil nu, il y en a 5, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, se déplacent au fil de l'année avec des mouvements qui vont être bien difficiles à comprendre et à expliquer pour les suivants. Pour marquer la position des planètes et du Soleil sur cette bande écliptique qui fait le tour du ciel et qui est nommée, puisque Lune et Soleil la parcourant, il arrive que Lune et Soleil se trouvent dans la même direction et on a une éclipse, d'où le nom écliptique. Ils vont définir des constellations particulières au nombre de 12, sous multiple de 60, et proche du mois lunaire, le calendrier lunaire, qui sont les 12 signes du zodiaque. Et l'astronomie babylonienne étant essentiellement une astronomie astrologique, c'est-à-dire une prédiction pour le pouvoir des événements en fonction des positions des planètes, du Soleil et de la Lune dans le zodiaque. Ce zodiaque nous est resté aujourd'hui. La plupart de ces constellations ont des signes ou des noms qui évoquent des animaux, et d'où le nom zodiaque. Zoos en grec, c'est animal, comme notre zoo famille. Voilà. Donc cet héritage babylonien va commencer vers le XIVe siècle avant notre ère et durer pratiquement jusqu'aux dynasties qui vont succéder à Babylone au début de notre ère. Donc c'est presque 2 millénaires et la pratique de l'astrologie induit, comme en Chine d'ailleurs, la nécessité d'avoir des fonctionnaires qui gardent trace des mouvements célestes. Et ces fonctionnaires, payés par l'État, l'astrologie des individus n'intéresse pas du tout. Ce qui intéresse le pouvoir, c'est de savoir ce qui va se passer, en particulier évidemment les événements spectaculaires comme les éclipses. Donc, ces longues séries d'observations écrites en cunéiforme, gardées dans les bibliothèques, vont jouer un rôle fondamental, en particulier quand elles vont tomber dans les mains des Grecs après les conquêtes d'Alexandre, vers l'an 300, 320, et elles vont être une source d'inspiration considérable pour les savants grecs, puisqu'elles contiennent plus d'un millénaire d'informations sur les mouvements célestes. Donc on ne doit pas du tout sous-estimer l'importance de Babylone, même si la nature réelle du ciel ne les intéressait pas beaucoup. C'est vraiment une astronomie astrologique, comme d'ailleurs l'astronomie chinoise, pour des durées comparables. Alors le monde hellénique, lui, il réagit d'une façon entièrement différente. Pourquoi ça me fait ça ? Autour de la Méditerranée, vont se multiplier entre le VIe siècle, donc un peu après Homère, dans lequel le ciel a une image poétique, et Homère et Hésiode, le ciel va devenir un objet de réflexion. Réflexion philosophique, qu'est-ce que les hommes font sur cette terre, quel rapport avec le ciel, réflexion scientifique, la description des mouvements, la naissance de la géométrie, et très peu de réflexion physique. Qu'est-ce que c'est, de quoi sont faits ces objets ? On bannit la réflexion physique avec cette idée due à Aristote et reprise par Platon, que
et qui va inspirer toute la suite, que les objets célestes sont d'une nature entièrement différente, divine pour Platon, et donc on ne peut pas les comparer comme on le fait dans notre physique moderne entre l'hydrogène du Soleil et l'hydrogène du laboratoire. C'est le même hydrogène. Cette idée-là est totalement étrangère à la pensée grecque. Donc de multiples écoles vont se développer pendant 7 siècles, au fond, entre Pythagore et Ptolémée. Ptolémée qui est à Alexandrie au 1er siècle de notre ère. Et là, le progrès est extraordinaire dans l'analyse. Je ne vais pas tout détailler ici, mais pourquoi a-t-on des éclipses? Est-ce que la Terre tourne ou pas? Quelle est la distance de la Lune? Est-ce que le Soleil brûle ou non? Etc. Donc, une série d'interrogations qui vont marquer la naissance de la science astronomique et de la réflexion philosophique. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, pour la réflexion philosophique, bien sûr, Platon a cet ouvrage extraordinaire, le Timée, qui est intéressant à lire même pour nous aujourd'hui d'une manière moderne, dans lequel il s'interroge sur l'âme du monde avec cette idée qui ne quittera plus l'observation du ciel de la transcendance. C'est-à-dire, le ciel n'est pas, dans la caricature de l'Olympe grec, un habitat où les dieux boivent et chantent. C'est une représentation, comme le sont les mathématiques, de la perfection divine. La présence du ciel rend sensible aux humains qui vivent dans un monde marqué par le changement, le dépérissement, la mort, la possibilité de l'existence de la perfection. Pour Platon, c'est le beau, le bien et le vrai, et les mathématiques, qui sont une sorte de conception de l'infini. Prenez le nombre pi, le fait que les Grecs démontrent la transcendance de pi, c'est-à-dire, en termes modernes, une infinité de décimales qui ne sont jamais prédictibles de façon périodique comme les nombres rationnels, et pour lui, une représentation de l'infini et de l'inaccessible, et donc du divin. Donc cet apport va être fondamental, il ne va jamais être perdu, même si, après Newton, la science moderne se détache en quelque sorte de cette réflexion sur la transcendance. Alors les Grecs vont faire des mesures, et évidemment avec l'œil et avec des alignements, dont le cadran solaire est l'exemple le plus simple. Et avec le cadran solaire naît la mesure du temps. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour m'étendre sur le temps, mais il le mériterait parce que le temps naît du mouvement. Aristote dit le temps, c'est le nombre du mouvement. C'est-à-dire on n'a pas de temps si on n'a pas de mouvement qu'on est capable de mesurer. Et on retrouvera ça longtemps après chez Galilée. Le ciel, la sphère céleste devient objet de géométrie et de géométrie sphérique, dont les lampes japonaises nous donnent très facilement l'idée, où la mesure de la position d'un point à l'intersection de deux cercles va donner naissance à l'idée de latitude et de longitude. Et les grands catalogues astronomiques des Grecs, Hipparque, Ptolémée, 1 millier d'étoiles nous donnent la position des étoiles en latitude et longitude en utilisant les degrés des Babyloniens. Et puis pour se représenter visuellement et donc conceptuellement ce ciel avec ses mouvements, on invente le planétarium, c'est-à-dire la sphère armillaire. Il est attesté que Platon disposait d'une sphère armillaire sur laquelle on voit le tracé de l'écliptique, le tracé de l'équateur, et qu'on peut faire tourner donc les mouvements. C'est en quelque sorte le planétarium de l'époque, et les sphères armillaires, on en construit toujours aujourd'hui parce que c'est un objet évidemment magnifique. Avec cette géométrie, les Grecs vont faire 2 performances prodigieuses. La première, c'est de mesurer la taille de la Terre, Ératosthène, qui utilise le fait que les ombres ne sont pas les mêmes le jour du solstice d'été à Sienne, à Souan aujourd'hui, et à Alexandrie. Et de là, il déduit
la longueur de la circonférence de la Terre à partir de la longueur de l'arc de méridien qui sépare Alexandrie de Sienne et qu'il mesure avec la distance du pas des chameaux, si vous voulez. Donc la mesure est néanmoins remarquable. On connaît la taille de la Terre. Non seulement la Terre est sphérique, mais on connaît sa dimension. Et puis, deuxième mesure encore plus admirable, et troisième plus discutable, c'est la distance de la Lune. En interprétant correctement que les éclipses totales de Lune sont des passages de la Lune dans l'ombre de la Terre, dont la taille est évidemment fixée par la dimension de la Terre, on peut déduire, connaissant la taille de la Terre et le nombre de lunes qui donnent, on le voit ici dans le nombre de lunes qui tiennent dans l'ombre de la Terre, je vous donnerai un peu plus de 3 à droite, eh bien, on déduit la distance de la Lune. Ça, c'est quand même tout à fait une mesure d'Aristarque au IVe siècle, tout à fait extraordinaire. Et puis, ayant la distance de la Lune, il se propose de déterminer la distance du Soleil en profitant d'un triangle rectangle qui est que quand on voit la Lune strictement au premier quartier, ou au dernier, c'est-à-dire avec un terminateur qui coupe exactement le disque lunaire en deux, alors on sait que la direction du Soleil pour la Lune forme un angle de 90 degrés que vous voyez ici avec la direction de la Terre. Et si on mesure à ce moment-là l'angle vu de la Terre entre la direction de la Lune et la direction du Soleil, alors on peut résoudre ce triangle. On connaît la distance Terre-Lune, on connaît l'angle, donc on peut déterminer la distance Terre-Soleil. En fait, la mesure n'est pas faisable parce qu'on ne peut pas déterminer avec une précision suffisante le moment exact de la Lune du premier quartier. Mais Aristarque y croit quand même et par chance, il trouve un résultat trop petit, mais qui montre quand même que le Soleil est beaucoup plus loin que la Lune. Et ça, c'est déjà un résultat très moderne finalement. Voilà, donc quelques réussites de la géométrie grecque, et puis une immense question qui va traverser les siècles qui suivent, ou plutôt dont la conclusion va s'imposer dans les siècles qui suivent. La Terre est-elle ou non au centre du monde? Les arguments pour mettre la Terre au centre et immobile sont très forts. Tout tombe sur la surface de la Terre, tout tombe vers le centre. Les Grecs savent qu'on se déplace sur la Méditerranée et c'est toujours la verticale. Tout tombe vers le centre. Donc, les objets extérieurs à la Terre doivent tomber aussi. La Lune doit tomber aussi. Si elle ne tombe pas, c'est parce qu'elle est rattachée à une sphère qui la tient, en quelque sorte. Donc, il n'y a pas... Si la Terre était en mouvement, on verrait, en regardant les étoiles, on verrait les dépositions relatives des étoiles changer, ce qu'on appelle leur parallaxe. Or, aucune observation de ce type n'est possible. Nous interprétons cela en disant simplement que les étoiles sont beaucoup trop loin pour qu'une parallaxe soit observable. Et enfin, la Terre ne peut pas être en rotation parce que les objets devraient s'envoler vers l'ouest. En fait, puisque vous évoquiez tout à l'heure, Madame, le pendule de Foucault, la démonstration physique de la rotation de la Terre, elle a attendu, Galilée l'a affirmé, après que les Grecs l'aient dit et que ça a été mis de côté pour les raisons que nous venons de dire, il a fallu tout de même attendre assez longtemps, le milieu du XIXe siècle, pour avoir une expérience qui prouve la rotation de la Terre. Tout indiquait que c'était cohérent de supposer la Terre en rotation, bien sûr, mais l'expérience cruciale de physique, elle est seulement de 18 siècles après. Donc, c'est finalement la Terre au centre du monde qui va s'imposer, même si Aristarque, dont j'ai évoqué le nom à l'instant, lui dit ce serait plus simple de décrire la Terre autour du Soleil, le mouvement des planètes serait plus simplement décrit,
et de la mettre en rotation, ça éviterait de faire tourner toutes les étoiles. Voilà. Cet argument de simplicité, nous dirions de rasoir d'Occam en quelque sorte, n'a pas résisté, en particulier au génie d'Aristote qui a repris les arguments en faveur du géocentrisme, et l'histoire est géocentrée jusqu'à Copernic, c'est-à-dire pour un bon moment. Alors à partir de cette géométrie, Hipparque et Ptolémée vont analyser les mouvements. Hipparque, par exemple, va mesurer avec précision, découvrir d'abord et mesurer la précession des équinoxes, c'est-à-dire le fait que l'axe de rotation de la Terre, qui pointe, comme nous le savons, vers le pôle Nord, vers l'étoile polaire actuelle, décrit en fait un cône en 26 000 ans, et ce qu'on appelle la précession des équinoxes, puisque la rotation de cet axe entraîne une rotation du point d'intersection qui est marqué ici entre l'équateur céleste et l'écliptique, et donc entraîne un décalage dans le lever des étoiles ou du Soleil. C'est d'ailleurs ainsi que Hipparque découvre ce phénomène. Et vous avez ici les valeurs, c'est assez remarquable parce que de la mesure de la précession, de l'obliquité de la Terre et de la... oui, ici c'est l'obliquité de la Terre. Et à Babylone, l'angle entre les deux cercles est de 24 degrés. Ératosthène le raffine à 23 degrés 50 minutes. Et vous avez la valeur contemporaine, la valeur de Tycho Brahe, et puis la valeur actuelle. Donc en fait, c'est une longue progression de mesures où chacune apporte quelque chose aux précédentes. Et puis, vous avez en haut à droite la précession des équinoxes. Voilà. Donc, avec, encore une fois, l'œil nu et des alignements, ces savants grecs étaient des génies extraordinaires. Alors arrive Ptolémée, donc 3 siècles après Hipparque, il vit à Alexandrie et il va nous léguer un héritage essentiellement géométrique. Pas beaucoup moins que ses prédécesseurs, il ne s'intéresse à la nature physique des astres sur lesquels il n'a aucune prise. Mais il s'intéresse à leurs mouvements et à les décrire. Parmi ces mouvements, celui du Soleil, celui de la Lune au fil de l'année, l'élevé des étoiles, etc., il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est celui des planètes. Parce que vous avez ici le ciel d'Alexandrie que j'ai reconstitué le 1er janvier 154, c'est-à-dire peu avant la mort de Ptolémée, à la fin de sa vie. Donc il a vu ça, il a vu le ciel dans cette configuration-là, et il observe que les planètes, ce qui était connu avant lui, ont des mouvements très étranges puisqu'elles se déplacent vers l'ouest, donc vers la gauche ici, on regarde vers le sud, et puis à un certain moment, elles reviennent en arrière, pendant quelques semaines, elles parcourent le chemin en direction différente, et puis elles repartent vers l'ouest, ce qu'on appelle une rétrogradation et une station planétaire. Ceci est évidemment la source d'une quantité d'observations extraordinaires pour les astrologues. Alors c'est vrai de Mars, c'est vrai de Saturne, de Jupiter, et c'est vrai aussi de Vénus. On a représenté 3 ici, et en grossissant celles de Saturne et de Jupiter. Donc pendant une période, vous voyez, de quelques mois, on est entre l'automne et l'hiver 154, eh bien, on a ces mouvements. Quelle est l'explication de ce phénomène qui se reproduit? Ça va occuper Ptolémée pour essayer de proposer un modèle géométrique qui permette, expliquant ces rétrogradations avec précision, de calculer les mouvements. Et le calcul va être si précis que les tables astronomiques que Ptolémée construit vont satisfaire jusqu'à l'invention du télescope, c'est-à-dire pour 14 siècles, vont satisfaire les besoins des calendriers, du calcul de l'heure, du calcul des éclipses et bien sûr les besoins des astrologues. Voilà. Donc l'astronomie ptoléméenne est une formidable victoire tout en étant un artifice assez étrange qui est décrit ici. Quel est l'artifice? Eh bien, la Terre est au centre sans être au centre et elle ne bouge pas. Les mouvements décrivant
une planète donnée, par exemple Mars, sont des mouvements qui doivent être parfaits, donc ils doivent se dérouler sur des cercles, la figure parfaite, et à une vitesse constante. Parce que s'ils changeaient de mouvement, si la vitesse de ces astres changeait, ça voudrait dire que le ciel subit des changements. Or, c'est contradictoire avec le postulat posé sur la nature des objets célestes pour lesquels rien ne change jamais, tout est stable et éternel. Donc, il va falloir concilier ces deux et représenter les rétrogradations des planètes. Donc, c'est une mécanique géométrique assez compliquée dans laquelle la planète décrit un cercle. Je ne vais pas le détailler ici. On ajoute des cercles sur donc ils sont plus centrés sur la Terre, qui ne sont pas parcourus à vitesse constante, mais etc. Si bien que Ptolémée triche un peu avec les postulats d'Aristote pour arriver à calculer correctement le ciel, mais il triche si peu qu'en fait, il reste en accord. C'est très intéressant comme tentative d'approximation. Voilà. En tout cas, le résultat est remarquable. C'est ce qu'on va appeler le système de Ptolémée. Il est installé maintenant pour 15 siècles. Vous le voyez ici, la Terre est au centre. Le Soleil, Mars et les planètes tournent autour de la Terre à des distances et avec des périodes qui reproduisent bien leur mouvement. Alors, il ne peut pas évidemment mesurer les distances des planètes, donc en fait, il leur affecte, vous avez vu à droite, la planète se déplace sur un petit cercle qui a évidemment un diamètre fixé, et la planète suivante, elle ne doit pas interférer avec ce petit cercle. Donc elle doit être plus loin ou plus près pour la précédente, ça donne une épaisseur à la coquille, si on peut dire, de la planète représentée, Mars ici, vous voyez, puis après vous avez la coquille Jupiter et puis la coquille Saturne, et donc on a une première hiérarchie de distance qui conceptuellement est déjà très très remarquable, puisque au-delà de la mesure de la distance du Soleil par Aristarque, les distances suivantes étaient évidemment inaccessibles à la mesure. Voilà. Alors, ces 15 siècles, Ptolémée va couvrir l'Eurasie et va s'arrêter aux frontières chinoises, parce que le monde islamique ne va pas pénétrer la Chine au-delà de Samarcande. Il va s'arrêter à l'océan Atlantique, puisque le monde islamique va arriver à Tolède, Séville, sans difficulté. Donc pendant, en fait, du 7e siècle au 16e, et essentiellement au 13e, le monde islamique va couvrir l'Eurasie avec des besoins d'astronomie très importants pour la pratique de la religion. Premièrement, la direction de la Mecque, c'est-à-dire l'angle avec latitude et longitude. Deuxièmement, l'heure de la prière, donc le lever des astres. Et troisièmement, c'est quoi mon troisièmement? L'heure et puis pardon, et le Ramadan et le calendrier, bien sûr. Oui. Voilà. Donc, et ce sont des besoins civils, puisque la société est tout entière organisée autour du pouvoir religieux, et à la fois des besoins qui vont susciter l'apparition d'astronomes absolument extraordinaires entre le 7e et le 13e, 14e siècle, qui vont avoir besoin de s'appuyer sur les connaissances précédentes, donc qui vont traduire en arabe l'Almageste. Et l'Almageste traduit en arabe ne sera traduit en latin que beaucoup plus tard, au XIVe siècle, fin du XIVe. Sachant qu'on ne parle plus le grec. Voilà. Alors, ce développement de la pensée astronomique dans le monde islamique est très intéressant parce que, pour les besoins que je viens de dire, avec les figures dont on peut citer, il y en a un certain nombre de cités dans l'Atlas, quelques immenses figures, il reste néanmoins aristotélicien et ptoléméen, pas plus que l'Occident chrétien qui, à la même époque, se développe sur la pensée d'Aristote.
la pensée d'Aristote n'est pas mise en cause, c'est-à-dire cette séparation entre le sublunaire et le céleste divin est conservée dans la pensée. Alors, une remarque intéressante, c'est que la sphère armillaire, qui est encombrante, qui est coûteuse à construire, va être remplacée par l'astrolabe. Et l'astrolabe, c'est un planétarium de poche. Il est facile à construire, il est plan, il ne tient pas beaucoup de place, il ne revient pas cher et il permet de déterminer pour une latitude donnée, et si on change de latitude parce qu'on voyage en chameau jusqu'à Samarcande, eh bien, on change simplement un disque de l'astrolabe en mesurant la latitude, ce qui est facile, il suffit de regarder l'étoile polaire et sa hauteur au-dessus de l'horizon. Donc l'astrolabe va jouer un rôle considérable dans la vulgarisation, on peut utiliser ce terme moderne, de l'astronomie dans le monde islamique. On arrive à la fin du XVIe siècle et c'est Tycho Brahe, un grand seigneur danois, qui finira sa vie à Prague en conflit avec le prince du Danemark, qui va pousser cette astronomie à l'œil de précision de l'ordre de la dizaine de minutes d'arc jusqu'à la minute d'arc. Comment fait-il ça? Eh bien, d'une part, en construisant des instruments beaucoup plus grands, il a de l'argent. Donc, son grand cadran ici fait 6 mètres de rayon, donc permet de pointer beaucoup plus précisément. Et il appelle les horlogers, les artisans les plus doués pour graver le périmètre de ce cadran, puisque la gravure fait 5 secondes d'arc. Une minute est divisée en donc 12 parties gravées. Ça suppose des traits d'une finesse extrême. Donc, cette révolution astronomique qui va occuper la Renaissance, elle est aussi due au talent des artisans. Ce n'est pas seulement des pensées d'artisans. Alors, Tycho Brahe va multiplier les observations. Il va avoir de la chance, en quelque sorte, puisque pendant sa vie d'observateur, 2 événements célestes tout à fait imprévus vont se produire. Le premier, c'est la présence en 1572 d'une supernova magnifique que toute l'Europe va observer et dont Tycho Brahe va se soucier de mesurer la distance simplement avec ce principe élémentaire que nous connaissons tous, œil droit, œil gauche, c'est-à-dire vous tenez votre doigt vertical devant l'œil, vous clignez de l'œil droit et de l'œil gauche, vous voyez que le doigt se dépasse par rapport au paysage et il se déplace d'autant plus qu'il est proche, donc on a immédiatement avec cet angle une mesure de la distance. Il fait la même chose sur une supernova, simplement l'œil droit et l'œil gauche, ce sont 2 points en Europe les plus éloignés possibles, probablement le sud de l'Espagne et puis la Pologne ou Prague, et il affirme que la supernova est beaucoup plus loin que la Lune. Il y a donc dans ce ciel supralunaire des changements puisqu'une étoile peut y apparaître. Le dogme, le postulat de toute l'ère classique est mis à bas. Et pour faire bonne mesure, quelques années après, 5 ans après, la comète de 1577-78, qui est vue dans toute l'Europe et dont également il mesure la parallaxe. Et cette fois, elle est beaucoup moins loin que la supernova et donc il obtient une première estimation de la parallaxe de la comète qui est plus près que le Soleil, mais plus loin que la Lune. Deuxième événement céleste qui se produit et qui contribue à la mise à bas de la représentation antérieure. Nous sommes quelques années après Copernic et voilà la séquence admirablement décrite dans le livre de Kessler, Les Somnambules. Copernic, Tycho, Kepler, les 3 hommes qui, avec Galilée, dont je vais passer, vont changer notre image du ciel. Alors, je me concentre ici sur Kepler, je reviens sur Copernic dans un instant. Kepler est copernicien, c'est-à-dire Copernic a remis le Soleil au centre,
donc le vieux modèle d'Aristarque, hein, tout en gardant, car c'est quand même un homme qui pense de l'ancien temps, en gardant les mouvements circulaires à vitesse constante, donc les épicycles, cette construction compliquée. Mais il pense dans un nouveau monde qui est celui de la Renaissance et qui est également celui de la Réforme d'ailleurs. Et Tycho Brahe va partir à Prague, comme je l'ai dit, avoir comme élève Kepler, comme assistant plus précisément, et Kepler, qui a fait ses études à Tübingen, rejoint Tycho à Prague et va hériter des mesures de Tycho Brahe sur la planète Mars, des mesures 10 fois plus précises que ce dont on disposait précédemment, et en particulier les mesures de la trajectoire de la rétrogradation de Mars. Et Kepler va s'acharner à représenter avec le modèle de Ptolémée, sans succès, puis avec le modèle de Copernic, sans succès, pendant des années. Je crois qu'il dit qu'il y a passé 8 ans, et dire c'est pas possible, hein, je ne peux pas accepter les mouvements circulaires à vitesse uniforme, je ne peux pas représenter la réalité. C'est l'expérience est reine, comme elle le sera plus tard pour Galilée. Et donc, il interprète le mouvement dans ce qui deviendra voilà l'interprétation des rétrogradations dans le modèle de Copernic. Donc il ne rejette pas le modèle de Copernic, le Soleil est bien central, mais les planètes ne se déplacent plus sur des cercles à vitesse constante. Elles décrivent des ellipses et le Soleil n'est pas au centre de l'ellipse, il est à un des foyers. Donc ça, c'est une révolution conceptuelle majeure, puisqu'elle entraîne que la vitesse des planètes sur leur orbite change, comme le dit une des 3 lois de Kepler. Quand elles vont plus vite, quand elles sont plus près du Soleil, nous savons aujourd'hui que c'est à cause de l'inertie. Pour ne pas tomber, il faut qu'elles aillent plus vite. Mais évidemment, la notion d'inertie va encore attendre Newton. Et ce mouvement des planètes, de Mars en particulier, sur l'ellipse, va être parfaitement représenté, mais de manière empirique. C'est-à-dire, Kepler dit c'est nécessairement comme ça, mais je ne vous dis pas pourquoi elles décrivent des ellipses et je ne vous dis pas pourquoi leur vitesse change sur les ellipses. Il a tout juste l'idée qu'il doit y avoir une variation de l'influence du Soleil sur les planètes, ce que Newton appellera la gravitation universelle. Voilà, donc c'est un changement absolument radical. Et va arriver quelques années plus tard Galilée avec l'autre changement radical qui est d'une part conceptuel dans la conception du mouvement, avec le mouvement accéléré, la mesure de l'accélération sur la chute du mouvement, c'est la mécanique, je vais y revenir, et l'observation, puisque la lunette va agrandir l'œil et révéler un ciel entièrement différent, les montagnes de la Lune, les satellites de Jupiter, ici les dessins originaux, et le ciel de Padoue, le 30 novembre 1610, c'est-à-dire la nuit où Galilée décide les satellites de Jupiter. Voilà. Alors, cette aventure de la lumière, elle est longuement décrite dans le livre au fil des siècles suivants. On va passer de la caméra obscura, c'est-à-dire de la chambre noire finalement, aux instruments astronomiques successifs de diamètre croissant. D'abord la réfraction sur des lunettes, puis la réflexion sur les télescopes avec Newton, et finalement l'analyse du spectre de la lumière, mais pour ça il faut attendre encore le 19e siècle. L'étape majeure qui va suivre Galilée immédiatement, c'est Newton. Parce que Newton, en établissement les lois du mouvement, elles sont ici les lois de la dynamique, c'est-à-dire un rapport entre le mouvement et les forces qui le produisent, et par ailleurs avec la gravitation universelle, c'est-à-dire une affirmation sur la force
qui s'exerce entre le Soleil et les planètes va révolutionner l'étude et surtout le calcul des mouvements célestes. Alors il y a une partie qu'on a bien du mal d'ailleurs à développer dans l'Atlas sur les mathématiques de Newton, parce que outre cette conception de la dynamique d'une part, de la gravitation universelle de l'autre, Newton va introduire une méthode de calcul sur les infiniment petits, qu'on appelle aujourd'hui, et que tous les taupins connaissent, comme le calcul différentiel et intégral. En fait, il a été progressivement mis au point. On peut citer les noms de Pascal, les noms de Bernoulli, les noms de Fermat, le nom de Newton et le nom de Leibniz, qui va être en concurrence avec Newton, lequel avait un grand goût du secret, pour créer dans les mathématiques ce prodigieux outil de représentation des phénomènes avec la capacité de se représenter l'infiniment petit. Ce que pour quelqu'un qui a fait un peu de calcul élémentaire, quand on écrit dx sur dt, c'est la notation de Leibniz qui nous fait travailler sur quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer, c'est-à-dire un objet plus petit que tout ce qu'on peut imaginer de plus petit, objet ou segment de droite ou de cercle, etc. Avec cet outil, eh bien, on peut calculer les mouvements célestes. Donc, avec cet outil, on peut calculer les mouvements célestes, viens-je de dire, et en particulier avoir enfin accès à la distance des étoiles. Donc la distance des étoiles va être mesurée à partir de cette règle œil droit, œil gauche que j'évoquais tout à l'heure. L'œil droit, c'est quand la Terre est à un bout de son orbite. L'œil gauche, c'est quand elle est 6 mois plus tard à l'autre bout de son orbite. Une étoile proche, 61 de la constellation du Cygne, la première dont on ait mesuré la distance, eh bien, va apparaître se déplacer par rapport aux étoiles lointaines, comme le doigt se déplace par rapport à l'arrière-plan. Et c'est le début de la mesure de la troisième dimension qui avait commencé avec les Grecs, avec la distance de la Lune, mais qui se poursuit ici sur toutes les étoiles raisonnablement proches de notre galaxie, puisqu'on ne connaît qu'elle à l'époque. Ça donne cette cartographie des étoiles proches, qui sont toutes des étoiles brillantes, qui se situent au-dessus ou en dessous du plan de la Voie lactée, qu'on appelle aujourd'hui le plan de la galaxie, mais qui n'est pas connu à l'époque. Facteur, nous sommes encore dans la géométrie. Nous ne sommes pas sur la nature des étoiles, mais ça ne va pas tarder, et c'est la naissance de la physique des étoiles, qu'on appelle l'astrophysique, qui va naître avec d'abord l'analyse de la couleur des étoiles. Les chaudes sont plus rouges que les bleues. Bételgeuse dans Orion est très rouge, et puis Rigel dans Orion, à l'autre extrémité de la constellation, est très bleu. Ça traduit des températures différentes. Donc on a maintenant non seulement des paramètres cinématiques ou dynamiques, les vitesses, mais aussi des indications sur la température qui vont bientôt se suivre avec des indications sur la composition. Mais un instant, arrêtons-nous sur ces objets qui ne sont pas des étoiles, qu'on appelle les nébuleuses, et dont la Voie lactée nous donnait un premier exemple, puisque les nébuleuses ô combien, mais elle a été résolue en étoile par Galilée. Mais il y a d'autres objets qui apparaissent comme des taches. Alors, les plus connus à l'époque sont les nuages de Magellan, que nous savons être deux galaxies extérieures à notre galaxie, et que, comme leur nom l'indique, les voyages, les circumnavigations du XVIIIe siècle avaient décrites. Et les Arabes même les connaissaient, puisque en Arabie, on voit les nuages de Magellan à l'horizon sud. Donc, ils sont connus et rapportés par Carp. Voilà. Ici, une image prise au Chili. Et les nébuleuses vont beaucoup intéresser, puisque ce ne sont pas des étoiles, et que progressivement, on réalise qu'elles appartiennent à des distances grandes, toujours à l'intérieur de notre galaxie. Une nébuleuse particulièrement intéressante, c'est la nébuleuse d'Orion. On la voit très bien à l'œil nu dans le ciel d'hiver, au centre, et elle est décrite par un ami de Galilée, Fabri de Peresque, qui travaille près de la Sainte-Victoire. Et donc vous avez ici la description de la nébuleuse d'Orion. Elle sera observée un peu plus tard par Messier,
qui fait une liste, un catalogue des nébuleuses qui porte toujours les numéros de l'époque. Hein. Orion s'appelle Messier 42 et dans un article scientifique sur Orion, on parle de M42. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces nébuleuses? Ça va être l'objet de beaucoup de réflexions. On va s'apercevoir qu'il y a des objets très différents qui portent ce nom de taches floues. Mais si on a un instrument plus puissant, si on est capable de regarder leurs couleurs, on s'aperçoit que c'est tantôt des nuages de gaz, tantôt des paquets d'étoiles, tantôt des résidus d'explosion supernova ou des nuages de gaz, comme cette magnifique photographie de la nébuleuse d'Orion, évidemment. Frédéric Peiresc n'avait pas ça avec son petit télescope. Voilà. Alors, révolution encore nouvelle, l'apparition de la photographie. Hein. C'est assez piquant de voir que la photographie a été inventée en France hein, par Niepce puis Daguerre, mais que les astronomes de l'époque n'ont pas réussi à faire une photo de la Lune les premiers. La première photo de la Lune, elle a été faite à New York par quelqu'un qui ayant entendu parler du résultat de Daguerre et d'Arago présenté le 19 août 1839 à l'Académie des sciences, dans lequel Arago montre la photographie faite par Daguerre, mais pas de la Lune, en disant voilà quelque chose qui va changer le monde. Eh bien, c'est John Draper qui, aux États-Unis, photographie la Lune. Vous avez là la première photographie de la Lune. Et puis, évidemment, la photographie va jouer un rôle considérable dans la découverte de l'expansion de l'univers par Hubble au mont Wilson au siècle suivant. Voilà. Donc la photographie va être un outil majeur de progrès parce qu'elle va offrir la possibilité de pause longue, c'est-à-dire d'accumuler la lumière. Oui, j'ai encore droit à 5 minutes parce qu'on a commencé à moins 25. Donc voilà. Donc la photographie, ben, vous voyez ici le journal L'Illustration dans les années 1930 hein, qui révèle des galaxies extérieures que personne n'avait jamais vues. Hein, puisque à partir de Hubble, qui en fait la démonstration, certaines de ces nébuleuses sont des galaxies extérieures comme la nôtre, mais beaucoup plus loin que les étoiles de la Voie lactée. Et tout d'un coup, à nouveau, il l'avait déjà fait du temps de Galilée, l'univers s'étend davantage encore. Je passe sur la carte du ciel et peut-être mentionner ici que cette géométrie de l'espace qui était si présente depuis Hipparque au fond, Euclide même, hein, elle va tout d'un coup changer puisque les lignes droites ne sont plus des lignes droites euclidiennes mais des arcs courbés par la présence de matière. C'est la relativité générale et nos images sont déformées comme le montre l'observation de l'éclipse de 1919. Voilà. C'est la première fois d'ailleurs que Einstein fait l'objet de la première page du New York Times. Einstein Theory Triumphs. Voilà. Et tout d'un coup, Einstein devient connu dans le monde entier alors qu'il ne l'était pas du tout jusque-là. Voilà. Donc courbure de l'espace-temps. Bon, je passe là. On pourra y revenir. Si vous voulez, ça c'est les découvertes modernes, mais qui dans l'Atlas ne tiennent qu'une place très limitée, puisque nous avons choisi de ne pas en faire une encyclopédie de l'astronomie contemporaine. Elle est abondante, il y a beaucoup de livres magnifiques, des reproductions splendides, sur Internet on trouve tout ce qu'on veut. Hein. C'était mieux de raconter la longue histoire qui a précédé. Voilà, donc je remercie ici tous ceux qui ont travaillé à l'écriture de cet atlas, mais tout particulièrement Léna Espel, qui était notre bras droit pour l'écriture de l'atlas, et à laquelle je voudrais proposer de dire 2 ou 3 mots, si tu le veux bien, de l'expérience que tu as gardée, tu vois, qui est biologiste de formation, docteur en biologie, enfin, biologiste quand même, hein, tu as fait des études de biologie, hein, de ce contact avec l'histoire du ciel. Tu peux venir dire quelques mots sur la manière dont tu as vécu ce travail qui nous a pris quand même plus d'une année? J'ai absolument rien préparé, donc effectivement, j'ai travaillé avec Pierre et Christian
sur l'Atlas du ciel, parce qu'il se trouve que j'avais travaillé avant avec Christian Grattalou sur l'Atlas de la Terre, donc toujours aux éditions Les Arènes. Donc ils m'ont fait confiance pour l'Atlas du ciel, et je me souviens très bien que Pierre, au départ, n'était pas très partant pour que ce soit moi qui les accompagne, parce que je n'avais pas de formation en astronomie très poussée, on va dire. Et finalement, ça s'est très bien passé avec Pierre. On a fait un bon binôme sur la plupart des doubles pages que vous pourrez retrouver dans l'Atlas, parce que en fait, c'est assez compliqué de rendre intelligible à la plupart des gens qui n'ont donc pas de formation en astrophysique comme moi, des concepts astronomiques, même certains qui sont très anciens, sont des fois difficiles à comprendre, comme l'a présenté tout à l'heure les déférents, enfin on n'a pas présenté, mais on a vu le schéma avec les déférents sur l'écliptique, etc., qui sont très compliqués. Donc voilà, on a travaillé avec Pierre pour rendre ça le plus compréhensible possible au plus grand nombre, et on espère que ça a été réussi. Pour l'instant, on a eu surtout des compliments, donc on est plutôt content. Et donc voilà, c'était un travail très très intéressant, même n'ayant pas de bagage un peu en histoire des sciences quand même, parce que j'ai un double diplôme en histoire des sciences et donc journalisme scientifique, et avec une formation avant en biologie, donc effectivement pas d'astrophysique. Merci. Merci beaucoup. Oui. On va prendre des questions dans le public, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On va passer le micro parce que il faut que ce soit comme c'est enregistré, il faut qu'on entende les questions pour après, quand on va rediffuser à ceux qui n'ont pas pu venir, étant donné la météo, la conférence d'aujourd'hui. Merci Léna, merci encore pour l'accompagnement patient que tu as eu de toutes nos idées un peu folles, hein, et dont tu as permis la concrétisation dans ce livre. Bonsoir monsieur, merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Je me demandais, donc avec la précession des équinoxes, du coup, est-ce que les constellations qu'on voit sur l'écliptique changent au fur et à mesure du cycle de 20 000 ans ou pas? Et si oui, du coup, est-ce que dans le passé, on voyait d'autres constellations du zodiaque ou c'était déjà les mêmes parce que la modification est trop petite? Excusez-moi, mais la sono n'est pas très bonne et moi, je n'entends pas très bien, donc je vais te demander de redire la question. Oui, parce que la sono n'est pas très bonne. Pardon. Merci beaucoup pour la présentation. Et je me demandais, avec la précession des équinoxes, du coup, est-ce que ça décale le plan de l'écliptique au fur et à mesure de la précession des équinoxes? Et Non. Oui. Non, le plan reste un plan. Le plan reste un plan pour une raison simple, c'est-à-dire que le mouvement du Soleil et des planètes reste dans un plan parce que, du point de vue dynamique, pour sortir du plan, il faudrait l'action d'une force qui fasse basculer ce plan. Ce plan, il est fixe dans l'espace, enfin, il reste un plan, mais il va tourner à cause de l'orientation de l'axe de la Terre, qui est la précession de l'axe d'une toupie, si vous voulez. Donc, il va tourner par rapport aux étoiles. C'est ce que le pendule de Foucault met en évidence. Est-ce que j'ai répondu? Alors, j'ai peut-être mal compris, mais du coup, est-ce que avec cette modification de l'axe de la Terre, ça change les constellations du zodiaque au fur et à mesure ou pas? Est-ce que ça change? Ah non, non, parce que vous voyez, là, on parle d'un phénomène extrêmement local. C'est le mouvement de la Terre autour du Soleil et sur elle-même. Les étoiles formant les constellations, qui sont des formes arbitraires, se trouvent à des distances très très grandes devant. Donc ce que ça change, c'est la position du pôle sur la sphère céleste, c'est-à-dire le point dans lequel l'axe de la Terre perce, si vous voulez, la voûte céleste. D'accord. Ce point va décrire un cercle en 26 000 ans qui passe aujourd'hui par la constellation de la Petite Ourse et sur lequel il est polaire, mais il y a 2000 ans, il était ailleurs et dans 2000 ans, il sera ailleurs.
Et dans 26 000 ans, on retrouvera l'étoile polaire là où elle est aujourd'hui. Mais la forme des constellations n'a pas changé. Et Non, ça vous va? du coup, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris quelle était la définition des constellations du zodiaque. Pourquoi on dit que c'est ces 12 constellations-là? La définition? Il y a deux choses. Il y a ce qui est local, hein, c'est-à-dire la Terre, son mouvement de rotation sur elle-même, et le Soleil est entouré de ses planètes qui tournent autour de lui. Ça, c'est tout à fait local. Hein. Et puis très très loin, on a ces étoiles, hein, qui, quand on les regarde, nous paraissent former des figures que nous appelons constellations. La rotation de la Terre sur elle-même fait que tout ce ciel étoilé semble tourner autour de nous. En réalité, c'est nous qui tournons et les étoiles sont fixes par rapport à nous. Pas tout à fait, il y a des tout petits mouvements, mais il faut les regarder longtemps pour les voir. Maintenant, la manière dont nous les voyons, on est face à ce décor, on voit un certain aspect du décor. Si on est sur une Terre qui tourne, le décor se lève à l'est et se couche à l'ouest, voilà, et forme les constellations. Voilà. Puis la position de ce décor, elle change en fonction de l'inclinaison, de l'orientation de l'inclinaison de l'axe de la Terre. Voilà, je crois qu'on a à peu près répondu, j'espère, à votre question. Mais c'est vrai que se représenter, il a fallu presque un millénaire pour que les hommes arrivent à se représenter à ce que je viens de dire. Hein. Donc, l'invention de la sphère armillaire, elle correspond à la nécessité de rendre concret cette géométrie de l'espace. Oui? Pour poursuivre l'interrogation de monsieur, le Soleil bouge un petit peu dans la galaxie comme toutes les étoiles, et la galaxie est en rotation. Donc, est-ce que ce n'est pas ce phénomène qui fait que, au cours du temps, les constellations ne sont pas exactement au même endroit ou se déplacent sur le zodiaque? Ça pourrait être le cas si la vitesse du Soleil était considérable, mais elle n'est pas très élevée. Si vous attendez, disons, 1 milliard d'années, si vous avez la patience d'attendre, vous verrez des petits changements dans l'aspect des constellations. Et c'est l'argument que les Grecs donnaient pour dire on est au centre, hein, parce qu'on ne voit pas de changement de l'aspect. Bonsoir. Moi, je m'interroge sur l'interaction entre les astronomes de différentes cultures, notamment européens, musulmans, indiens ou chinois, et comment ça pouvait se faire. Est-ce qu'il y a eu des interactions qui ont duré, notamment lorsqu'il y a eu une reprise de l'Occident au niveau des savoirs? Vous avez parlé de Tycho, de Copernic, de Galilée. Est-ce qu'il y a eu une transmission vers l'Orient de ces savoirs? Et qu'est-ce qu'il en est de la Chine? Est-ce que la Chine a influencé le savoir oriental? Alors, vous posez une question évidemment très intéressante pour la rédaction d'un atlas historique. Hein. En quoi est-ce que les connaissances sont transmises, s'améliorent et servent de base? En quoi est-ce que ceux qui suivent sont des nains montés sur les épaules de géants, hein, comme Pierre de Chartres l'a dit, hein. Bon, traitons la Chine d'abord. Hein. Elle a une place dans l'Atlas et les pages qui lui sont consacrées s'appellent le splendide isolement de la Chine. La Chine qui a développé une astronomie astrologique, en fait, tout à fait comme Babylone, je l'ai dit, hein, l'a fait de manière pratiquement isolée pendant 30 siècles. Y compris après, nous y consacrons un peu de place dans l'Atlas, après la venue des Jésuites avec Matteo Ricci au début du XVIIe siècle, hein, qui ont apporté les connaissances de Copernic en particulier en Chine.
Et l'astronomie traditionnelle chinoise a refusé ces connaissances. Et il s'est produit ce que nous appelons dans l'Atlas un terrible malentendu, hein, c'est-à-dire que la Chine a poursuivi son chemin traditionnel en ignorant les connaissances de l'Occident et en ne se les réappropriant qu'à la fin du XIXe siècle, d'ailleurs avec le retour des Jésuites, et au début du XXe siècle, dans une situation géopolitique terrible, de guerre, etc. Et donc, jusqu'alors que l'Europe, entre le XVIIe et le XXe, était entrée dans une modernité scientifique dont j'ai marqué quelques étapes, hein, la Chine est restée absolument absente de cette modernité scientifique, comme elle l'est restée de beaucoup d'autres résultats scientifiques du XVIIIe et XIXe siècle. Bon, nous allons publier, là il est en préparation, une traduction de l'Atlas en Chine. J'ai ajouté une page sur l'époque 19e, 20e, qui intéressera plus évidemment les lecteurs chinois, qui se poseront la question que vous avez posée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a reçu ces développements extérieurs. Et cette réception a été très lente, jusqu'au milieu, à la fin du XXe siècle. Moi, j'ai visité la Chine immédiatement après la Révolution culturelle avec une délégation d'astronomes français. Et nous avons trouvé un pays dans lequel la modernité scientifique que nous connaissions en Europe était balbutiante. C'était en 1979, donc 30 ans après la création de la Chine nouvelle. Voilà. Alors ça, c'est pour la Chine. Donc, pas de transmission, essentiellement. Et à certaines époques, d'ailleurs, refus de transmission et transmission ratée, de la faute des deux côtés, hein, au moment de Matteo Ricci au XVIIe. Alors c'est très différent pour le reste de l'Eurasie. L'islam, pour les raisons que j'ai dites, s'est intéressé dès le 7e siècle, hein, dès l'Hégire, hein, à ce qui avait été fait avant concernant le ciel. Donc a traduit ce qu'avaient fait les Grecs, les Perses et les Indiens. Le zéro, par exemple, nous est arrivé par le pape de l'an 1000, mais venant, où il l'avait rencontré à Tolède, et arrivé à Tolède depuis les Indiens, depuis le Cambodge peut-être, par la science islamique. Donc là, il y a eu une transmission très importante, traduite en arabe, et puis, en particulier à Séville, une traduction de l'Almageste vers l'Occident et l'accès de l'Occident. Donc, on n'a pas perdu tout cela. Et Copernic s'est construit un peu, beaucoup contre Ptolémée, en rétablissant l'héliocentrisme, un peu peut-être à partir des travaux des Arabes, qui néanmoins étaient restés ptoléméens eux-mêmes, comme je l'ai dit, hein, mais on n'a pas d'attestation historique certaine que Copernic connaissait les travaux faits au XIVe, XVe siècle dans le monde islamique. Donc il y a beaucoup de ressemblances sur certains de ces textes. On peut penser que, mais voilà, peut-être un jour on va découvrir un parchemin ou un texte qui va montrer que oui ou que non, c'était le cas. Donc en tout cas, pour ce qui est de notre science moderne, aujourd'hui, on peut dire que le tracé que reprend l'Atlas, hein, Babylone, Grèce, Perse, monde arabe, islamique plutôt, et puis monde chrétien jusqu'à la modernité est un tracé continu. Il n'y a pas eu d'oubli. C'est là. Ça vous va? Bon. Très bien. Et je voulais savoir comment le monde islamique a perçu ce nouveau corpus de savoirs contemporains occidentaux. Alors, ça, c'est une question extrêmement intéressante parce que, aux conséquences qui ne sont pas toujours très positives, l'éclat admirable qu'on appelle l'âge d'or du monde islamique ou parfois l'âge d'or des sciences arabes s'est terminé vers le XIVe siècle et par une sorte de victoire de
ce qui s'appelait la science religieuse par rapport à la science profane. Donc le Coran contre la science profane. C'est très important de comprendre ce moment-là pour comprendre l'islam aujourd'hui, hein, qui n'a pas fait la transition qu'a fait le christianisme entre le XIIIe, XIVe siècle, avec Thomas d'Aquin, Nicolas de Cuse, des drames comme celui de Giordano Bruno, mais finalement l'acceptation de la mécanique de Newton. Donc, je recommanderais volontiers le livre d'une collègue et amie physicienne qui vit à Tunis, qui enseigne à l'université, qui s'appelle Fawzia Charfi, qui a publié 2 ou 3 ouvrages chez Odile Jacob sur la science voilée, le titre de son premier ouvrage, qui est l'histoire de la réception de l'âge de la science antique au sein du monde islamique, puis de son rejet, qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et qui lutte évidemment pour que ces choses-là se transforment. Elle sera à Paris au mois de février. Je pense qu'elle donnera quelques conférences. Et si vous regardez sur Internet, Fawzia Charfi, vous trouverez sans doute une occasion de l'entendre, ou en tout cas de la lire. Mais c'est une question non seulement passionnante d'un point de vue historique, mais essentielle d'un point de vue géopolitique aujourd'hui, bien sûr. Merci de l'avoir posée. Oui, on a encore un tout petit peu de temps, hein, donc vous avez... Oui, monsieur. Oui. Est-ce que le... Vous m'entendez, ça marche, ouais. Est-ce que l'évolution des... les Arabes ont inventé le chiffrement, c'est juste ou pas? Est-ce que l'évolution des pays arabes? C'est les Arabes qui ont inventé le chiffrement, le nombre 0, 1, 2, 3, etc. Les chiffres. Oui, les chiffres. Oui, mais l'arithmétique, la numération est essentielle. Hein. Elle était essentielle pour Euclide, elle était essentielle pour Babylone, on a parlé des 360 degrés. Mais on comptait, et le 0 est arrivé en Occident avec le pape de l'an 1000, hein, Gerbert d'Aurillac, hein, mais il ne s'est imposé dans le calcul sur les marchés qu'au XIIIe ou XIVe siècle. On continuait à compter avec les chiffres romains, à essayer de multiplier 47 par 225 en l'écrivant en chiffres romains, et vous verrez que sans 0, c'est vraiment très très difficile de faire une multiplication en chiffres romains. Hein. Donc le 0 a représenté un immense progrès de numération. Alors on peut tracer l'histoire de ce progrès en ce sens qu'il est lié à la représentation décimale, à la représentation de position, unités, dizaines, centaines, milliers. Et cette représentation de position, elle fait son apparition en Chine vers le XIIe siècle avant notre ère. Hein. Mais le 0 n'est pas encore représenté. Il est d'abord représenté par un vide, puis ensuite par un point, et notre 0 ne surgira dans l'iconographie indienne qu'au 7e siècle. Hein. Là, on le voit dessiner, et ensuite, il va couvrir l'Eurasie. Mais son entrée dans la numération pratique de la vie quotidienne en Occident attendra le 14e ou le 15e siècle. Donc c'est là aussi une longue histoire, mais une histoire essentielle pour le calcul astronomique, bien sûr. C'est ma question, ouais. Merci. Tout n'est pas forcément dit sur l'histoire du 0, hein, parce qu'il y a eu encore à la fin du XXe siècle des découvertes archéologiques au Cambodge qui ont amené à peut-être modifier la naissance de la représentation actuelle autour du 5e, 6e siècle. Hein. Donc peut-être que les archéologues nous apporteront des éléments nouveaux. Hein. Merci. Voilà, alors j'ai encore une autre question, c'est un petit peu toujours sur la divulgation des savoirs. Comment s'articule, Copernic était un religieux,
il me semble. C'est un chanoine. Comment s'articule au niveau de cette intelligentsia ou de ces élites religieuses l'acceptation de la théorie de Copernic qui refuse donc le système de Ptolémée? Et donc, comment s'articule ce savoir, sachant que Galilée, justement, il a dû renier ses observations, je crois. Est-ce qu'il y a des raisons politiques? Non seulement le religieux n'est pas suffisant, mais est-ce qu'il y a des raisons politiques ou sociales qui ont fait qu'il y a une partie de l'intelligentsia qui acceptait les théories de Copernic, et d'autre part refusait celle de Galilée? En même temps, j'ai une deuxième question, c'est au niveau de la population. Comment sait-on que ce savoir a pu se diffuser, ou à partir de quel moment ce savoir a pu se diffuser, que par exemple le Soleil était au centre et non la Terre? Au niveau de la population, je ne parle pas des élites. Je crois que j'ai compris votre question, sauf la fin, là. Comment sait-on? Comment sait-on, enfin, est-ce qu'il y a eu des études au niveau de la divulgation des savoirs, au niveau de la population, au niveau populaire, au niveau des masses populaires, si vous voulez, de ce savoir qui était un petit peu élitiste au départ? Ah oui. Alors en fait, il y a deux parties dans votre question, hein, il me semble. Il y a une partie du rapport aux religieux. C'est très difficile pour nous, modernes, nourris de rationalité, de nous représenter la façon dont un homme de la Renaissance pensait l'univers. Encore plus difficile de nous représenter la représentation de Platon, mais il a laissé évidemment des œuvres. Peut-être un travail très intéressant sur ce point, c'est une thèse de philosophie de quelqu'un qui s'appelle Gérard Simon, qui était professeur à Lille, qui a écrit un livre qui s'appelle Kepler, astronome, astrologue, dans lequel il essaie de faire le partage dans la pensée de Kepler, un immense génie. Hein. Et puis il y a un historien de Newton, alors plus récent, qui a soutenu sa thèse d'histoire et de philosophie des sciences l'année dernière, qui s'appelle Michael Joland, qui je pense est en train d'en faire un ouvrage grand public, hein, la thèse style, hein, qui ont essayé l'un comme l'autre de voir comment de tels génies pouvaient échapper à ce qui serait une facilité de notre façon contemporaine de parler d'eux, c'est-à-dire dire ah ben il y a l'astrologue qui croit n'importe quoi, qui raconte des histoires à dormir debout, et puis il y a le vrai astronome solide, rationnel, que nous ne désavouerions pas aujourd'hui. Donc le premier est obscurantiste, le second est un vrai savant au sens moderne, et on pourrait dire la même chose de Newton. Hein. Donc voilà, deux immenses génies de la fin du XVIIe, début, dans lequel projeter nos catégories ne permet pas de comprendre comment ils ont fonctionné dans leur tête. C'est beaucoup plus intéressant de considérer leur approche religieuse, puisqu'ils étaient tous les deux protestants d'ailleurs, donc ça correspond aussi à la montée de la Réforme, hein, comme on peut le dire chez Platon, hein, 25 siècles plus tôt, c'est-à-dire une idée de la perfection que le monde créé, sur lequel travaille le savant, sur lequel il travaille, doit refléter. Ce monde ayant été fait par Dieu, Dieu étant parfait, aussi bien pour Platon que pour Newton, hein, le monde doit nous permettre, nous est donné pour que nous puissions saisir, malgré notre petitesse, la perfection divine. Et pour cela, nous avons l'accès à ce monde matériel par les lois mathématiques. Les mathématiques sont en quelque sorte l'approche entre la transcendance et le monde sensible. Et ça, évidemment, c'est une pensée qui nous est relativement étrangère, peut-être aux hommes du XXIe siècle, déjà moins au XXe siècle. Hein,
en lisant les écrits de Schrödinger, par exemple, un des pères de la mécanique quantique, hein, on retrouve une vision assez proche de celle-ci. Voilà. Évidemment, à partir du moment où vous évoquiez Galilée, ceci s'est mêlé à des conflits de pouvoir, hein, en particulier avec le pouvoir du pape, hein, et l'assise de ce pouvoir sur une certaine vision de la Bible, hein, en se tenant à la lettre du texte, ce qui était déjà fortement critiqué, y compris au sein de l'Église à l'époque, et qu'il a été également, de la même manière dans le protestantisme, Luther était anti-copernicien, hein, tout à fait anti-copernicien, alors que Kepler, qui est un luthérien, hein, va être copernicien. Donc on voit bien que cette époque a été déchirée par ces tensions. Alors, la seconde partie de votre question, qui est passionnante aussi, hein, c'est comment est-ce que tous ces savoirs sont transmis à tous, parce que le ciel est pour tous, comme je le disais en commençant. Alors, ben voilà, on a fait l'essai avec l'Atlas, hein, de le rendre un peu accessible à tout le monde, hein. Galilée a fait des séances d'observation de la Lune dans les rues de Florence, en montrant avec sa lunette, montrer le ciel. Et je crois que depuis 4 siècles, les astronomes sont parmi ceux qui sont sans doute les premiers à avoir vulgarisé, comme on dit, leur science. Citons l'astronomie populaire de Flammarion, hein. Citons les leçons populaires d'Arago à l'Observatoire de Paris vers 1840, hein, où le grand tableau noir sur lequel il dessinait les mouvements célestes est toujours présent à l'Observatoire, d'ailleurs aujourd'hui, hein, et était destiné à tous ceux qui chaque semaine venaient écouter ces conférences, hein. Donc cette idée de partager, alors elle est devenue aujourd'hui très difficile parce que la science contemporaine, l'astrophysique, est très compliquée. Elle repose sur la relativité générale, les trous noirs, c'est des objets quand même difficiles, des mathématiques difficiles. Elle repose sur la mécanique quantique, l'interprétation de la lumière. Là aussi, c'est difficile. Donc, nous autres, qui avons la chance de pratiquer, nous sommes obligés de faire un très gros effort de partage. Alors, heureusement, on a des modèles. Hubert Reeves était un modèle extraordinaire en France pour nous. Il y en a d'autres aujourd'hui. Mais on a un avantage, disons sur les chimistes, hein, parce que quand un chimiste veut décrire de la chimie, c'est pas très facile de décrire ce qui se passe dans les molécules, ou un biologiste dans l'ADN. Nous, le ciel, il est là. On le voit, on voit les planètes. Donc c'est beaucoup plus facile à partager. C'est pour ça que je suis devenu astronome. Voilà, je crois qu'il faut qu'on s'arrête là. Oui, je pense qu'effectivement, Hein, le temps on est à peu près dans les temps. Je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre présence. C'est un long chemin céleste que je vous souhaite de parcourir à l'avenir, d'une manière ou d'une autre.